Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée, comédienne, auteure et chanteuse révélée par ce tube Tout ce qui nous sépare, faisant d'elle le meilleur espoir féminin aux victoires de la musique en 92, 11 albums depuis. Gilles Caplan revient aujourd'hui avec ce dernier opus sur les cendres dansées qu'il emmènera en concert le 12 décembre au Café de la Danse. Bien évidemment l'occasion d'en parler avec notre invitée sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Gilles Caplan. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Vous me faites penser en vous regardant à quelqu'un que je connais bien, mais c'est une parenthèse dans ma vie qui n'a rien à voir avec ce qu'on va se dire aujourd'hui. On va découvrir votre actualité, mais aussi l'envie de découvrir qui vous êtes. Au-delà de ce que vous faites, c'est un peu l'ADN de cette émission. Et pour commencer, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Oh là là, on m'avait pas prévenu. Non, je ne préviens pas. Je dirais réaliste, ce qui est un mot déguisé pour pessimiste en fait. On va en parler. Ne dites rien. Non, on va en parler. Réaliste, assez anxieuse et très volontaire aussi avec en fait ce qui est tout le pendant de ce que je viens de dire avec je peux être assez solaire, très rieuse, très gaie quoi. On va parler de tout ça dans cette émission justement pour voir si cela colle avec votre personnalité. Mais d'abord le début, toujours le début. Gilles Caplan, ou devrais-je dire Valentine Guylaine Vial, si c'est bien comme ça qu'on prononce votre nom. Vous êtes née un 23 octobre dans le 20e arrondissement de Paris. Quel genre d'enfance vous avez eu et dans quel cadre familial, si je puis dire, quel genre de famille vous avez grandi? Eh bien, mon père était sérigraphe imprimeur. Il travaillait dans une entreprise qui faisait des écrans de publicité assez industriels. Donc, il faisait pour Bouygues, Poquelin, Saint-Gobain, Alpha-Aquitaine, enfin toutes les grandes enseignes de l'époque. Ma mère travaillait pas et on habitait un petit pavillon ouvrier qui valait pas cher du tout à l'époque. Maintenant, ça vaut plus de 500 000 balles, hein, mais c'était tout petit, c'était 50 mètres carrés, dans une impasse qui donnait, le bout de l'impasse donnait sur le mur des au Père-Lachaise. Et donc c'était une petite vie, assez peinarde, quoi, sans histoire, avec un père qui gagnait pas très 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 bien sa vie et ma mère qui essayait de s'occuper de tout ça, quoi. Je crois savoir que votre grand-mère était chanteuse. Est-ce que c'est elle qui vous a fait découvrir la musique? Ah, ma grand-mère était chanteuse lyrique, oui. Elle était chef des chœurs à l'ORTF. Et elle était prof de musique aussi. C'était une excellente musicienne, prof de piano, prof de chant, l'oreille absolue. Enfin, vraiment une espèce de modèle comme ça. Et pour moi, chanter, c'était... Donc, elle m'a initiée à Carmen, à l'opéra de Carmen qu'elle chantait, que je chantais aussi dans les toilettes parce que ça résonnait, mais j'avais 7-8 ans. J'aurais adoré entendre ce que ça donnait. Et elle disait toujours, ah, elle a une petite voix, elle a une voix, cette petite, elle a une voix, il faudrait la mettre à la maîtrise de l'ORTF, ce qui forme un peu les futurs chanteurs, quoi, lyriques. Et puis ça faisait loin, j'avais un peu la flamme. Puis pour moi, c'était un truc trop haut pour moi. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'était hyper sérieux. Ça m'impressionnait en fait. Et donc voilà, donc j'ai pas fait tout ça, mais la musique est revenue après dans ma vie, mais par un autre biais. Elle vous a initié, alors on peut dire ça peut-être comme ça, à la musique, votre grand-mère. Et c'est quoi cet autre biais? Parce que je sais qu'il y a des artistes, avec notamment 23 albums que vous avez évoqués l'année dernière dans un récit autobiographique qui s'appelle Le feu aux joues. Vous relatiez votre histoire familiale d'une part, mais aussi vos premiers chocs musicaux qui vous ont amené à devenir artiste. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça, c'est même la racine du livre, c'est ça. Au départ, c'était écrire sur la musique des autres, écrire sur la musique qui m'a construite, qui m'a fait rêver, qui m'a enchantée. Et puis évidemment, comme tout, on fait un travail d'introspection en soi, on regarde la pochette, on réécoute le disque et là, c'est comme si on ouvrait la boîte de Pandore. Il y a plein de souvenirs qui reviennent du gros mec qui vous faisait chier à l'école et qui vous appelait la naine, et puis du prof, machin, et puis de l'ambiance, du canapé à fleurs,
fleurs. Enfin, c'est vraiment une Madeleine de Proust, la musique. C'est un aide-mémoire au ressenti du passé. Et donc, voilà. Donc, j'ai essayé d'en faire un récit d'apprentissage parce qu'après, je me suis rendu compte que ce qui revenait souvent, c'était les premières fois, les premiers vrais impacts qu'on a dans la vie, quoi. La première fois qu'on tombe amoureux, qu'on fait l'amour, qu'on va en studio, qu'on prend un appartement à soi, etc., etc. C'est assez amusant parce que 2 mots à retenir, je pense, pour Joseph Agostini qui écoute cette émission. On en parlera. Vous ne savez pas ce que je veux dire, Gilles Caplan, mais les auditeurs savent. 2 mots à retenir. D'une part, l'introspection et la naine. Peut-être qu'il y a une histoire derrière tout ça. Autre chose à vous dire, puisque vous parlez des premières fois, si cher à mon cœur dans cette émission. Vous allez poursuivre des études de lettres modernes à la Sorbonne et vous prenez des cours de théâtre au cours Florent. Vous rencontrez Jay, si c'est bien comme ça qu'il s'appelle, Alansky, producteur et compositeur de plusieurs chansons pop marquantes des années 80, qui va vous suivre tout du long pendant vos premiers albums. Vous allez vous perdre de route et puis revenir à un moment donné. C'est cette rencontre qui va tout changer dans votre vie. Ah oui, absolument tout. Moi, j'étais oui, en effet, j'étais passionnée de littérature et je voulais être comédienne, sans trop savoir pourquoi, sans doute parce que j'avais envie d'une vie moins ordinaire. Vous l'avez fait ? Je l'ai fait. Et puis, parallèlement à ça, j'étais fan de rock, de punk, bref, j'allais à tous les petits concerts et j'ai rencontré les Innocents qui rentrent en studio pour leur premier single avec Jay Alansky. C'est comme ça que je rencontre. Vous signez chez Epic et vous enchaînez alors les premiers succès dans les années 80. On entend « Oh tous les soirs » avec donc ce premier album À peine 21, dont les singles « Oh tous les soirs », comme sur une balançoire, Cette fille n'est pas pour toi. C'est des chansons évocatrices, ode à l'amour. C'est ça que vous avez envie de dire à ce moment-là ? Ode à l'amour, je sais pas, ode au désir certainement. C'est ça, hein. Ouais. Est-ce qu'on est précurseur quand même à l'époque Est-ce qu'on est dans les années un peu Madonna ? Est-ce que justement il y a ce côté créer le désir ? C'est la mode ? Ou vous êtes précurseur de ça ? Alors là, je pourrais pas vous dire. C'est très compliqué de dire qu'on est précurseur à un endroit parce que j'en avais pas du tout conscience. Je savais que le duo qu'on formait avec Jay Alansky était quelque chose d'assez extraordinaire, hors du commun, passionnant. On s'entendait tellement bien. Je commençais une phrase, il la finissait. Enfin, on baignait dans une espèce d'osmose artistique. C'est quelqu'un de très cultivé, très intelligent, avec une énorme culture musicale, plus de 10 000 vinyles à l'époque. Et je vous parle de ça, c'était en 85 que j'ai rencontré. Donc, et tout ça forme évidemment. Comment vous vivez ce démarrage de carrière ? Vous avez à peine 21 ans, c'est le cas de le dire. Comment vous le vivez ? Comme très naturellement. Mais alors tout ça me paraît parfaitement logique, normal, exceptionnel, mais normal. Oui, vous vous sentez à votre place. Vous vous dites pas c'est rapide, c'est soudain. J'aurais pu prendre plus de temps. Franchement, on ne pense pas du tout, on n'analyse pas du tout sur ce moment. Moi, j'habite une chambre de bonne pourrie qui fait 6 mètres carrés. Je rame au cours Florent. Donc, évidemment, quand j'enregistre ce disque dans lequel on met toute notre passion, notre ferveur, et puis ça commence à marcher, on se dit pas « Ah, mais est-ce que je suis encore prête ?» Non, pas du tout. On y va, on fonce. Vraiment, on fonce. Vous dites foncer. Dans une interview de vous que j'ai écoutée il y a quelques jours, vous parliez de vous diisiez « Oui, moi, il faut que ça pulse ». C'est à l'image de qui vous êtes, Gilles Caplan. Ouais, je crois, ouais. Je m'ennuie relativement vite et voilà, ce qui crée une certaine instabilité dans ma vie personnelle, on va dire. Et donc oui, j'aime bien aller de l'avant, j'aime bien les émotions fortes, j'aime bien. Si on veut me séduire, on me dit 11h. Et si je t'emmène à Deauville manger des huîtres maintenant en moto, je fais on y va tout de suite. En 90, là, je peux pas vous répondre parce qu'on est sur Radio J, mais je suis avec vous. En 90, la consécration avec votre deuxième album, La Charmeuse de Serpent, double disque d'or avec notamment ce grand succès. Ce titre, Tout ce qui nous sépare, vous sacre de meilleur espoir féminin aux victoires de la musique en 92. Vous enchaînez les succès, Nathalie Wood, As-tu déjà oublié, avant d'enchaîner avec vos autres albums, Avant qu'il ne soit trop tard, Gilles Caplan, un album éponyme, où vous signez tous les textes, notamment celui de L'âge de raison, où vous vous questionnez sur le sujet.
justement, je me suis intéressée à cette chanson parce que d'une part, je sais que les textes viennent aussi de vous, Gilles Caplan, et j'ai envie de vous demander, est-ce que aujourd'hui le mystère reste entier sur cet âge de raison? Est-ce qu'on y arrive un jour? Est-ce que quand est-ce qu'on a l'âge de l'amour, l'âge de raison, vous pensez? Je sais pas, je crois que le temps apporte les réponses, mais il ne les apporte pas brutalement en une fois, il les apporte par petites touches, et à un moment donné, on se dit, mais putain, c'était donc ça, quoi. Donc j'ai été une vraie conne. Ou alors, donc j'ai vraiment réussi ça. Parce qu'on se dit les deux, hein, c'est pas que c'est pas un seul goût, c'est pas soit on est conne, soit on réussit tout, c'est évidemment beaucoup plus nuancé. Je dirais que le temps vous apprend justement la nuance et puis à voir vos véritables erreurs et manquements et vos véritables agissements positifs qui ont eu un impact positif en tout cas. Gilles Caplan, on parle d'amour. J'ai appris en travaillant à cette émission que vous étiez l'auteur et la chanteuse d'une chanson bien connue. Je veux sauter, je veux danser, faire des pirouettes. On va revenir sur cette chanson que vous interprétez, Un autre monde, coécrit avec Elisabeth Anaïs en 97 pour le dessin animé La Petite Sirène de Walt Disney. Pourquoi j'ai voulu évoquer cette chanson? Pourquoi? La nature, l'eau, le feu ont un sens pour vous avec votre nouvel album et ça m'a fait sourire. Alors je me suis dit qu'en tissant notre toile, cette chanson n'était pas là par hasard et on va y venir. Mais avant cela, Gilles Caplan, à partir des années 2000, vous allez poursuivre votre carrière, sillonner les routes avec Toute crue, Gueule d'amour, Comme elle vient, Derrière la porte, Revue imparfaite et vous avez même travaillé avec un label israélien. Oui, avec Lior Suleiman. J'ai fait plein de clips pour lui. J'ai enregistré 3 chansons, je crois, un truc comme ça, ouais, parce qu'il avait un label. C'était l'ancien directeur de Sony Music Israël. Et voilà, et c'était un ami d'un ami. Et puis j'ai rencontré. Et puis donc j'ai beaucoup collaboré avec lui. Ouais. Et j'ai toujours pas mis les pieds en Israël. Vous vous rendez et c'est ce compte, que j'allais vous demander, Gilles Caplan. Et quand on s'appelle Caplan en tant que nom de scène, quand même, c'est assez fou. Ouais, je l'ai pas pris par hasard. Hein. Alors, je vais vous raconter. Racontez-nous. Je cherchais un nom parce que je pouvais pas garder mon nom. Je trouvais ça affreux. Même Valentine, j'aimais pas. Bref. Et puis, je regarde aussi La mort aux trousses et je vois Georges Caplan, l'espion qui existe pas. Je me dis, c'est nom de Dieu, c'est ça qu'il me faut comme nom. Je vais voir mon copain JP Nataf, le chanteur des Innocents. Et je lui dis, JP, j'ai trouvé mon nom de scène. Comment tu vas t'appeler? Caplan. Comment tu peux pas t'appeler Caplan? Ah bon, et pourquoi? Mais parce que c'est juif. Et je dis, bah, et alors? Mais alors, et alors, c'est le nom du grand rabbin. Moi, je dis, mais et alors? Il me dit, bah, si t'es pas juif, tu peux pas prendre un nom juif. Et alors, je l'ai pris. Gilles Caplan, justement, ce nom de famille, est-ce que vous pensez qu'il vous a ouvert ou fermé des portes? Ni l'un ni l'autre, je crois. Je crois que ça. Alors, je n'ai jamais, à part une fois, une remarque très, très, très antisémite. Hein, de quelqu'un qui a quand même osé me dire, avec le nom que vous portez, vous êtes une jolie fleur sur un tas de fumier, ce que j'ai trouvé horrible. Et là, je me suis dit, mais comme je suis contente d'avoir pris ce nom-là, parce que dans ces cas-là, il n'est pas question de dire ah mais attendez, vous vous trompez, je ne suis pas juive. Au contraire, vous le portez. Ah, on le porte et on l'assume. Et on l'assume et c'est presque comme un nouvel étendard quoi de soi quoi. En plus, bon. Alors là, on va vraiment parler de l'intime. Mais j'avais une très très bonne amie au lycée qui s'appelait Nathalie Fréoard et qui était séfarade. Et tous les vendredis, j'allais manger le couscous chez elle. Et c'était tellement gai. Alors moi, qui étais fille unique chez des parents, je suis même pas baptisée moi, donc j'ai aucune religion, un père anard et tout. J'allais chez elle et ça rigolait, ça faisait des chants. Et à la fin, j'avais même appris un chant et je le chantais avec eux et je me sentais mais chez moi quoi. Comment vous dire? Voilà. Et vous êtes chez vous aujourd'hui, Gilles Caplan. On va parler de ce nouvel album et très bon album, je tiens à dire, sur les cendres dansées que je trouve très instinctif, limite primitif, et vous allez me dire ce que vous en pensez, puisque vous faites beaucoup référence à l'animal, à la rivière, mais aussi au champ lexical du feu, avec la fumée, les flammes, la poussière. Est-ce que c'est un album pyromane, Gilles Caplan?
Pyromane, non, pas pyromane, mais c'est un album enflammé, avec des sentiments enflammés. D'abord parce qu'avec Émilie, la façon dont on a travaillé, on était très passionnés, très engagés l'une avec l'autre dans la musique. Et puis ça va avec mon caractère qui est quand même très de feu, quoi. Ça c'est sûr. On sent, hein, vous nous donnez tout ce qui brûle en vous, et musicalement en plus de ça, c'est un retour aux sources. Oui, complètement. Avec ce disque, avec ce livre, pardon, je me suis rendu compte que en fait la musique de mon cœur, celle qui m'avait le plus construite, Le feu aux joues, hein, vous faites référence au feu aux joues, hein, sorti l'année dernière. C'était des albums de rock, quoi, en gros, en tout cas ce qui est classifié comme rock. Et j'avais l'impression en écrivant de me dire mais c'est fou parce que t'as pas été au bout de la musique rock comme tu l'imagines. Et le rock c'est pas tellement une question de guitare, hein, c'est ni de volume de guitare, c'est vraiment une question d'attitude et d'intention. Et avec ce disque-là, je me suis dit, il faut que tu fasses ce disque comme ça, qui est pour moi un album de rock, de folk, mais de cette esthétique-là. Il a un côté très envoûtant, cet album Gilles Caplan. Sur la première chanson que nous sommes en train d'écouter, Tout éteindre, on va décortiquer ensemble. Hein. Vous parlez d'une passion qui met le feu aux poudres, du feu dans votre tête. Et alors, je me suis posé cette question en écoutant cet album, et notamment ce titre-là. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a cherché à vous éteindre, Gilles Caplan? Ça, c'est une question très compliquée. Disons qu'on... d'une certaine manière, oui, ça a pu m'arriver, ouais. Mais... en tout cas, peut-être pas à m'éteindre, mais... Essayer. À essayer, et puis surtout, quand j'ai montré l'intention de reflamber, ne pas du tout m'aider à ça, quoi. Ça, c'est sûr. Il vous a peut-être fallu du courage dans cette chanson. Vous parlez ensuite de rivière, de courage en luttant contre son caractère. Quelqu'un doit partir à la rivière pour que les autres vivent à la rivière. Il vous a fallu du courage. Pourquoi, Gilles Caplan? Pour quitter qui? Quoi? Faut du courage pour s'améliorer déjà, pour devenir je pense une meilleure personne, plus consciente de nos travers. Alors, je crois qu'on n'est pas obligé de faire spécifiquement une psychanalyse, mais il est bon de s'interroger quand même et de faire un petit travail, quoi. Sinon, on reste toujours avec nos vieux réflexes et il faut quand même essayer de construire son édifice, quoi. Et nettoyer sa pierre, je pense, vraiment, c'est important. Et il y a peut-être quelque chose qui vous a aidé. Cette chanson Animal, qui indique le fait qu'on est parfois plus proche des animaux que des nôtres. Est-ce que c'est votre nature profonde de quitter le troupeau des humains, puisque c'est ce que vous dites un peu dans cette chanson, pour vous rapprocher des animaux qui ne parlent pas mais qui disent tout, peut-être d'un regard? Où vous dites cette phrase: j'ai trouvé mon frère qui ne parle pas, qui ne dit rien, je ne demande qu'un geste tendre, voilà d'où je viens, du chien. Oui, c'est vrai, dans le côté très affectueux, très affectif, très simple. Un animal, ça vit vraiment d'instinct, et c'est... j'adore ça, en fait. Voilà, même si j'adore évidemment l'intelligence, la réflexion, le langage. Il y a quelque chose dans l'animal qui ne triche pas, qui ne sait pas, ou en tout cas c'est la rouerie du chien qui vient vous faire des petits yeux pour avoir un peu à manger ou pour voler un peu de chocolat. Enfin, j'adore en fait cette rouerie là. Et c'est vrai que on peut se sentir plus proche d'un âne ou d'un petit veau que de certaines conversations, quoi. Mais là, en l'occurrence, je parle plus de l'homme animal, c'est-à-dire de l'animalité, de la mauvaise animalité de l'homme, justement, qui cède plutôt à ses instincts pas tellement formidables. Hein. Par exemple, un homme qui aime le sang, qui a une nature violente, c'est un animal ne tuera jamais pour le plaisir, par exemple. On va passer à la suite, la 4e chanson, qui est pour moi une chanson très marquante dans cet album, Bleu existentiel, que vous auriez bien pu appeler vivante. Vous invoquez encore la nature, les oiseaux, l'orage, les insectes. Aujourd'hui, Gilles Caplan, est-ce que vous vous sentez vivante? Moi, je me sens super vivante. On se sent vivant quand on a des sens bien éveillés, en fait. Donc,
Par exemple, chaque printemps, quand j'achète du muguet et que je sens l'odeur du muguet, je suis émerveillée de voir à quel point la nature peut générer un tel parfum, ou le parfum du lilas, ou le parfum d'une rose. Comment la nature peut générer de telle beauté, quoi. Gilles Caplan, je vous écoute parler et forcément, moi, ça me fait rebondir parce que quand on dit qu'à un moment donné, on se sent vivant et qu'on s'exalte justement de ces petits riens qui font un grand tout uni les uns des autres, c'est qu'on a aussi touché à le fond à un moment donné dans sa vie. Parce que ces choses-là, sinon, on ne les voit plus. Je sais pas, je pense pas avoir touché le fond, c'est-à-dire que j'ai pas eu de grands malheurs terribles. J'ai eu mon lot, comme tout le monde. J'ai été trompée, j'ai été quittée, j'ai été humiliée, j'ai été ignorée, évidemment. Mais ça m'a plutôt forgée, ou en tout cas fait réfléchir. Mais de grands malheurs, heureusement, j'en ai été. Je pense que la chose la plus dure que j'ai eu à vivre, ça a été une rupture amoureuse et la mort de mon père qui est mort il y a pas très longtemps, quoi. Dont je porte encore l'océan tumultueux, quoi. Mais oui, non, je crois que c'est une sagesse, je sais pas. Puis j'ai une nature très mélancolique à la base, de toute façon. On va continuer à en parler dans cette émission, Gilles Caplan. On va écouter un petit bout de Tout éteindre. Restez avec nous. On continue cette émission avec Gilles Caplan pour l'album Sur les cendres dansées. Son concert le 12 décembre au Café de la Danse. Dans un instant, on poursuit également avec mes chroniqueurs qui nous rejoignent. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Et le feu dans ma tête te recourbe et t'inquiète. C'est un long feu d'été. Tu voudrais tout éteindre, sur les cendres danser. Tu voudrais tout étreindre, quitte à mourir brûlé. Tu voudrais retenir mes larmes et mon brasier. Et loin du danger, et loin du danger. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le Premier ministre israélien aux États-Unis. Il arrive aujourd'hui et va rester jusqu'à la fin de la semaine. C'est sous la pression des opposants à la réforme judiciaire que l'avion de Binyamin Netanyahou a décollé tard hier soir de Tel Aviv, puisque des manifestants se sont retrouvés devant le terminal 3 de l'aéroport Ben Gourion. Binyamin Netanyahou a accusé ses protestataires de joindre leur voix à l'OLP et à l'Iran pour diffamer Israël, ce qui a suscité une vague de protestations. Aujourd'hui, la première étape du voyage du Premier ministre israélien aux États-Unis, c'est la Californie pour des entretiens avec l'homme d'affaires Elon Musk. Nouvelle tension après une décision de l'UNESCO. L'organe onusien a inscrit un site préhistorique de Jéricho sur la liste du patrimoine palestinien. Décision votée ce week-end alors qu'Israël, à l'instar des États-Unis, ont justement claqué la porte de cette organisation il y a plusieurs années à cause de décisions similaires. Au chapitre sécuritaire, 3 tentatives d'attentats en quelques heures en Israël. La dernière en date tout à l'heure, juste à côté des implantations d'Ariel et de Merav dans la région de Gilboa. Des terroristes ont tiré sur un véhicule militaire, mais il n'y a pas eu de blessés. Un échange de prisonniers entre les États-Unis et l'Iran. Un responsable iranien déclare que 6 milliards de dollars sont déjà disponibles pour se faire au Qatar. Dans le secteur de l'armement, la société israélienne Elbit annonce avoir remporté un contrat d'une valeur de 95 millions de dollars pour fournir des drones d'attaque à un pays européen. Et en France, la première ministre Elisabeth Borne présente aujourd'hui le nouveau plan de lutte contre la pauvreté dans un contexte de forte inflation. Cette stratégie gouvernementale est très attendue notamment de la part des acteurs du monde associatif. Et merci beaucoup Eva Soto. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec mon invité Gilles Caplan et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+,
et sur notre appli Radio J. Radio J. Itzik Moshel, directeur de Dialangue. Shalom, combien de fois avez-vous essayé d'apprendre l'hébreu ou l'anglais sans réussir à le parler? Dialangue vous donne la solution grâce à sa méthode unique d'apprentissage basée sur la pratique intensive de l'oral sans négliger la lecture et l'écrit. Cours en Zoom ou en présentiel. Dialangue, prix exceptionnel pour une année, 510 €. Pour connaître les dates des journées portes ouvertes en Zoom ou en présentiel, contactez Dialangue au 01 43 64 13 30 ou dialangue.fr. Avez-vous pensé à tout pour les fêtes de Tishri? Ou plutôt, avez-vous pensé à tous pour les fêtes de Tishri? Au Vaad HaRabbanim, la plus grande caisse de Tzedaka d'Israël, soutenue et dirigée par les grands de la génération, ce sont des milliers de familles qui attendent notre aide. Pour chaque prise en charge d'une famille à 312 €, recevez chez vous le magnifique couteau en argent avec la bénédiction du Rav Chaim Kanievski Zatzal, Ségoula pour une bonne parnassa. Il compte sur vous. Vaad HaRabbanim, 0800 106 135, 0800 106 135 ou sur vaadharabbanim.org. Shana Tova. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat, contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J avec notre invité Gilles Caplan pour l'album Sur les cendres dansées. Elle sera en concert le 12 décembre au Café de la Danse. Comment ça va, Gilles ? Ça va très bien. Je suis ravie de vous avoir en face de moi. On parlait de cet album juste un petit peu avant la pause où il y a 12 titres où vous ne parlez pas que de vous mais aussi de Virginia Woolf ou encore de Marilyn. Est-ce que c'était important pour vous de rappeler ou d'invoquer même des âmes ou des artistes qui vous ont sans doute inspiré comme vous l'avez dit dans votre livre Le feu aux joues sorti l'année dernière? Alors pour Virginia Woolf, oui, alors c'est sa mort, c'est vraiment une chanson qui est écrite sur sa mort puisqu'elle s'est suicidée en rentrant dans une rivière sur un coup de tête et elle a rempli ses poches de pierre pour être sûre de ne pas remonter à la surface. On a retrouvé son corps 3 semaines après. Donc c'est une mort épouvantable évidemment et puis on est complètement saisi par la volonté de Virginia Woolf de mourir. Elle entendait, je le dis dans la chanson, des oiseaux lui chantent en grec, elle entendait des oiseaux qui lui parlaient une langue étrangère, peut-être en grec. Bref, c'était une femme, bon évidemment, une des premières qui a été ouvertement féministe, même s'il y en a eu d'autres, mais il faut pas oublier que c'est l'Angleterre victorienne. Les femmes ne doivent pas écrire, elles ne peuvent pas écrire. Celles qui écrivent, comme Jane Austen par exemple, se promènent avec un petit écritoire chez elles. Et quand elles ne sont pas dérangées par leurs enfants, leur mari, les gouvernantes, hop, et ben elles peuvent sortir leur petit papier pour écrire. Et quand il y a quelqu'un de la famille qui revient, on remet un linge sur l'écritoire pour surtout pas montrer qu'on écrit parce que mon Dieu, quoi. Donc il faut se remettre un petit peu ça en tête, quoi. Donc c'est pas... Je me considère comme étant féministe, bien sûr, certainement pas wokiste en tout cas. Il y a un vrai distinguo à faire. C'est bien de le dire. Oui, il faut le dire parce qu'il y a une espèce de fourre-tout maintenant, de gloubi-boulga, de pensée, de trucs, alors que c'est pas du tout ça. Voilà, une femme doit écrire si elle en a envie, doit exister en tant qu'auteure, écrivaine si elle en a envie. Bref, une femme doit faire ce qu'elle doit faire si elle en a envie, quoi. Et ne jamais répondre à une injonction même masculine ou même féminine, quoi. En 2011, dans votre EP de reprise Revue, vous aviez déjà consacré une chanson à Marilyn. Pourquoi cet amour pour elle? Vous dites même Marilyn connaît l'orage. J'aurais dit surtout Marilyn. Oui, mais alors en fait, c'est pas une chanson sur Marilyn Monroe. C'est l'histoire d'une petite nana qui se couche tard la nuit, qui se réveille avec la gueule de bois, qui est malheureuse en amour, etc. Et qui se réconforte en disant mais en fait même Marilyn, elle a pu se sentir comme une merde. Elle a pu être hyper triste, elle a pu manquer de courage, elle a pu avoir des manquements aussi, elle a pu être spoliée, etc., etc. Alors que Marilyn, c'est évidemment une icône de beauté et aussi d'intelligence, parce que c'était une des premières femmes à monter sa maison de production Hollywood, à faire une psychanalyse qui n'a cessé de vouloir sortir de son personnage qu'il a utilisé, mais qui voulait aussi en sortir. Vous parlez aussi de votre fils dans la chanson d'Aaron. Ouais.
J'ai trouvé ça très joli. Ouais, c'est un peu triste. C'est un peu triste parce que c'est le constat que notre enfant a grandi et que c'est fini l'histoire du soir, c'est fini le bain, c'est fini les batailles de dinosaures. Voilà, il est grand, il fait sa vie. On n'est parfois pas d'accord avec ce qu'il fait ni avec ce qu'il devient, mais c'est son choix, faut le respecter. Et en tout cas, il y a cette notion de, on a perdu un peu son enfant, son petit enfant. Qui est devenu grand. Qui est devenu grand. Et il faut le laisser devenir grand. Évidemment, bien sûr. Une autre chanson, Être heureux. Quelque chose, vous avez dit tout à l'heure, un mot que vous avez évoqué dans ces 3 mots. Et c'est drôle parce que je l'ai noté, il y a quelque chose de pessimiste dans cet album et à la fois de très terrien à l'écoute de ce qu'il y a dans l'interne, si je peux dire ça comme ça, mais qu'il faut aussi regarder au-delà des apparences. Faut que je réponde à ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez, en tout cas c'est un album à mon sens très personnel et viscéral. Oui, ça c'est sûr. Pessimiste, je sais pas. Alors, je vous disais réaliste. Pessimiste, oui, parce que de toute façon, la fin, on la connaît, c'est la même pour tout le monde. On a des pulsions. Je pense que la mort peut être une inspiratrice assez puissante. C'est pas pour rien qu'il y a même des chirurgiens, par exemple, qui sont en proie avec la réparation, la médecine et la mort, qui roulent à tombeau ouvert sur des autoroutes. Je pense qu'on a tous l'envie inconsciente de rentrer dans le platane, quoi. Et d'en finir une bonne fois pour toutes. Je crois. Et évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Parce qu'on aime la vie et qu'on veut vivre, mais je crois qu'il y a au fond de chacun l'appel fatal parce que c'est comme, de toute façon on va l'avoir. Donc pourquoi pas je sais pas. Vous parlez d'une anticipation du fait de mourir. Vous pensez qu'on est curieux de la mort ou que vous voulez qu'on anticipe? C'est différent. Je ne sais pas, figurez-vous. Je ne sais pas, j'ai pas assez réfléchi sur la question. Mais elle vous interroge. Mais elle m'interroge. J'ai beaucoup réfléchi sur la question, mais pas de cette façon-là, en tout cas. Je ne sais pas si on a envie de devancer l'appel. Je crois qu'on n'a pas envie de mourir. Et profondément, moi, j'ai pas du tout envie de mourir, par exemple. Mais parfois, il y a comme une espèce de petite pulsion de dire... Autant en finir tout de suite pendant qu'on est en forme, pendant qu'on est beau, parce que franchement, avec mon père qui est mort il y a peu, qui est mort c'était dur, très dur de le voir vieillir et puis ne plus être avec tous ses moyens et franchement moi j'ai pas du tout envie de ça, quoi. Mais pas du tout. C'est un sujet qui nous a beaucoup interrogés dans cette émission, notamment avec Émilie Frèche pour son livre Les Amants du Lutetia, que je vous recommande chaudement, où elle parle en effet de la fin de vie et de savoir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Le dossier est mis sur la table, notamment le gouvernement planche dessus. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire, vous, Gilles Kaplan? C'est très compliqué parce que parfois on peut avoir l'intention on a 70 ans, on a un cancer, on dit je vais aller en Suisse et je vais me faire piquer et blablabla. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut vraiment? C'est pas sûr. Ce qu'on veut, c'est pas souffrir. Ce qu'on veut, c'est continuer à vivre et guérir. Mais quand on agite les maux de certaines maladies qui sont très difficiles à traverser, avec des traitements très lourds, on se prend à se dire j'ai plus de courage, j'ai plus envie, je préfère mourir. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut vraiment? C'est pas sûr. Et vivre à quel prix? Et vivre à quel prix? Parce que quand effectivement on arrive à un âge avancé et que là on n'a plus de goût à rien, on n'a plus, et que le corps commence à lâcher et qu'on est fatigué et que l'hôpital devient de plus en plus récurrent. Moi je comprends qu'à ce moment-là on a envie de dire j'ai envie de partir, mais dans la dignité, quoi, pas dans la souffrance, et puis avec mes proches qui comprennent ça, qui m'accompagnent dans ce mouvement, quoi. En tous les cas, là, pour l'instant, Gilles Kaplan, on va rester avec vous. On va partir en tournée puisque vous serez en concert, notamment le 12 décembre au Café de la Danse. Vous serez le 28 à Anglais, le 29 à Belloc, par exemple le 13 octobre à Joinville-le-Pont et d'autres dates également avant le 12 décembre au Café de la Danse. Qu'est-ce qui nous attend? Le dernier disque, bien sûr, que je vais beaucoup jouer, et puis des anciennes chansons aussi. Je crois que j'ai fait un bon équilibre entre les anciennes et les nouvelles. Ça va être un set assez rock quand même, il y a que des guitares, de toute façon.
On vous a vu... Ouais, non, mais n'essayez pas, n'attendez pas un piano, un machin. Non. On va venir pour du rock et on va se faire plaisir avec vous, Gilles Caplan. On vous a vu aussi, je l'ai dit tout à l'heure, au théâtre dans plusieurs pièces, comme Sur la route et plus récemment dans Juste la fin du monde et Le Dindon. Est-ce que vous avez d'autres projets dans ce sens ? Alors j'ai un vague projet, mais alors tellement vague et tellement loin, pas tout de suite en tout cas, que je peux absolument pas en parler. Ce que je peux dire, c'est que j'adore ça. C'est complètement différent de l'énergie de la scène, du concert. C'est quand même plus sérieux, le théâtre. Ça tombe bien parce qu'on va en parler tout de suite et on va parler notamment d'une pièce que vous avez jouée. On découvre toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire et on part au théâtre avec Emma Scali. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle, bonjour Gilles Caplan. Bonjour. Alors comme vous venez de le dire Cyrielle, on va parler d'une pièce que vous avez jouée, Juste la fin du monde, et je trouve que ça rebondit très bien sur la discussion qu'on vient d'avoir autour de la mort. Complètement, absolument. Donc, Juste la fin du monde, ça se joue actuellement au Théâtre du Nord-Ouest et c'est une œuvre évidemment de Jean-Luc Lagarce qui raconte l'histoire de Louis, qui rend visite à sa famille pour la première fois depuis des années. Le jeune homme retrouve sa mère, sa sœur, son frère, sa belle-sœur, et s'il est venu les voir, c'est parce qu'il a l'intention justement de leur annoncer sa maladie, dont la fin est inéluctable. Mais son arrivée dans cette famille fait ressurgir des souvenirs et des tensions enfouies que chacun exprime en divers reproches. Et au final, Louis repart sans avoir pu se dire, ni dire sa mort prochaine. Si je comprends bien Emma, la pièce parle surtout, en partie, de difficultés de communication. Oui, mais vous avez tout à fait raison Cyrielle. En fait, dès le retour de Louis à la maison, Juste la fin du monde suggère l'impossibilité de la moindre communication entre les êtres. Plus rien, ni personne n'est comme avant, écrasé par la mélancolie. Et en fait, le revenant n'arrive pas à dire. Les autres ne veulent pas, peut-être ne peuvent pas entendre ce qu'ils devinent sans doute. Alors, moi je pense qu'ils le sentent et qu'ils le savent, mais qu'ils ne veulent pas l'entendre. Oui, moi aussi je pense que c'est ça. Ils ne peuvent pas parce que c'est trop dur. C'est la force du déni face à la maladie qui se joue. Et face à la maladie, on a deux possibilités. Soit faire face et y aller et accepter ce qui se passe, soit être dans le refus. Et probablement que cette famille refuse ça parce que c'est trop dur pour eux. C'est un moment de gêne absolue, de diversion hystérique, un moment où toutes les névroses finalement, les névroses familiales, les jalousies, les frustrations, mais aussi les adorations, peut-être plus inavouables, se rejouent une dernière fois comme ça, dans le chaos. Et la honte de soi est là, elle prend toute la place. Elle sépare les membres de cette famille, qui est une famille dysfonctionnelle. Et le théâtre, qui est revendiqué ici dans son essence la plus pure, offre un huis clos à la fois assumé et étouffant. Tout se joue dans les silences, les échanges de regards, les gestes quasi imperceptibles. L'équilibre, ou plutôt je devrais dire le déséquilibre entre outrance et acuité, entre drame et comédie est là et donne la sensation d'une rythmique particulière, dissonante, où l'harmonie n'est pas possible. En fait, avec ce texte, en filigrane, ce sont toutes les douleurs d'une époque peut-être déjà un peu lointaine, où il était fréquent de mourir du sida qui reviennent, comme Jean-Luc Lagarce en 1995, et où l'homophobie, et vous parliez de Virginia Woolf, mais plus virulente encore aujourd'hui, déchirait les familles qui étaient concernées. Emma Scali, est-ce que vous nous dites un petit peu que la pièce s'inscrit dans une époque ou qu'elle est plus universelle ? Vous avez une très bonne question, parce qu'en fait, elle est les deux. Elle s'inscrit à la fois dans une époque et en même temps, elle soulève des questionnements qui sont universels. Le contexte est d'ailleurs gommé. L'action se situe quelque part, il y a quelque temps. Et les comédiens, traversés par la douleur, nous livrent de l'inédit. La mise en scène, ici au Théâtre du Nord-Ouest, ose étirer les scènes plus que de raison pour faire surgir des nuances bouleversantes. Le grand frère prolo et ordurier semble un faire-valoir comique jusqu'à ce que ces fêlures hurlées envahissent l'espace. La nervosité de la mère dévoile peu à peu une folie plus profonde, peut-être finalement proche de la sagesse. Et puis la belle-sœur, effacée, bafouillante, devient une figure de compassion en même temps qu'une vestale de la vie qui doit continuer. La partition est noire, radicale, mais la justesse des artistes offre
un éclat de lumière, l'éclat de la vérité, peut-être la seule vérité qui existe lorsque, face à sa propre mort, un être cherche à rassembler, tel un puzzle, des éléments de sa vie afin de donner une cohésion à son existence. Et puis, il y a ce point commun à toute la tribu. Tous ont de bonne foi le sentiment que Louis, qui a sans doute commis la faute de ne plus vouloir jouer le jeu de cette famille dysfonctionnelle, est la cause de tous leurs maux. Alors, à tour de rôle, il l'accable. Il l'accable dans une terrifiante déraison. Le langage apparaît comme un foyer constant d'approximation à corriger, le lieu privilégié d'une mise au point qui s'éloigne à mesure qu'on cherche à la nommer. Tel un vêtement rapiécé jeté sur la nudité des passions, il ne cesse de mettre en lumière ce qu'il cache. Et chacun, y compris la victime de cette histoire, se retrouve seul avec sa souffrance, en même temps qu'il ne peut se passer des siens finalement pour l'éprouver. Pour conclure, Emma Scali, c'est super, c'est bluffant. Hein, c'est magnifique, c'est tellement vrai, tellement ça. On pourrait en parler pendant des heures. Je vous remercie. Alors, vous savez que je l'ai joué plus de 130 fois et la pesanteur de ce texte, on la ressent mais chaque soir. Alors, je vous laisse conclure ensemble, vous mettre d'accord. Essayons. Non, je laisse le mot à Emma. Moi, je voulais surtout revenir un petit peu sur cette mise en scène qui est portée par une main de 5 comédiens et j'avais envie d'utiliser cette figure de la main parce qu'en fait c'est comme les doigts de la main, cette famille, et en même temps ils se déchirent, et puis la pièce insuffle une intonnante impulsion à des thèmes dont la pesanteur dont vous parliez aurait vite cloué l'atmosphère au plancher, mais la mise en scène signe une vitalité nécessaire à l'appréhension du texte. Avec des libertés prises et conquises, eh bien la direction et l'interprétation font de ce juste. Je trouve ça tellement beau ce titre, Juste la fin du monde. Une excellente raison de se rendre au théâtre. Un théâtre finalement qui se teinte d'une couleur qui touche l'âme au plus profond. Merci beaucoup, Emma Scali. C'est beau ça. C'est un titre de votre album justement que j'ai dans les mains qui s'appelle Sur les cendres dansées. À vous, Gilles Caplan. Merci beaucoup, Emma Scali. Je rappelle que Juste la fin du monde se joue au Théâtre du Nord-Ouest dans une mise en scène de Théophile Gros jusqu'à la fin du mois, les samedis et dimanches à 16h30. Et on vous retrouve, vous, sur votre compte Instagram Emma Scali pour toute votre actualité. Merci beaucoup, Emma. Merci, Cyrielle. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Kevin Derblom. Bonjour, Kevin. Bonjour Cyrielle, bonjour Gilles Caplan. Pour préparer cette chronique, j'ai plongé telle une sirène dans votre univers artistique et culturel du moment. L'heure est donc venue d'aller à la surface, voir ce qui s'y passe, et c'est pas moi qui le dis. Car moi je rêve d'aller à la surface. Oui, Gilles Caplan, c'est vous que l'on entend interpréter la chanson Un autre monde, coécrite avec Elisabeth Anaïs en 1997, et cela spécialement pour la sortie vidéo d'une nouvelle version française du dessin animé La Petite Sirène de Walt Disney. Et oui, maintenant Kevin, vous allez nous parler des goûts musicaux de notre invité du jour. Effectivement, je dois vous dire, Gilles Caplan, qu'en découvrant vos goûts musicaux du moment, je me suis demandé si ce n'était pas ma playlist que j'écoutais, tant je trouve que vous avez bon goût en matière de musique. Oh, Kevin. Ça n'a pas été chose aisée que de choisir entre Chrissy Hynde, Elvis Costello, Crosby, Stills, Nash & Young, Michael Kiwanuka, ou encore Paul McCartney. J'avais l'embarras du choix pour une fois. J'ai choisi, pour commencer, de parler de Chrissy Hynde et d'une chanson de son groupe de rock anglo-américain qu'elle a formé à Londres en 1978. Vous avez deviné, effectivement, il s'agit de The Pretenders et de sa chanson, il fallait choisir I'll Stand By You. I'll stand by you. I'll stand by you. Flashback, nous sommes en 1994. The Pretenders enregistre I'll Stand By You, une chanson écrite par Chrissy Hynde. I'll Stand By You est un morceau extrait de leur 6e album studio, Last of the Independence, qui est disque d'or aux États-Unis. I'll Stand By You est un nouveau tube pour le groupe de Chrissy Hynde. Ce titre est une chanson aux airs de ballade sentimentale qui devient un tube international et qui promet amour et assistance fidèle dans les moments les plus sombres de sa vie.
I'll Stand By You atteint le top 20 dans plusieurs pays, dont l'Australie, la Belgique, le Canada, l'Islande, le Royaume-Uni et les États-Unis. La chanson a été reprise par un certain nombre d'artistes tels que Shakira, Rod Stewart ou Kim Wilde, la plupart du temps à des fins caritatives. Mais comment parler de Chrissy Hynde sans évoquer un autre monument musical qui figure également dans votre playlist, Gilles Caplan, Sir Paul McCartney, ou plus précisément sa défunte femme, Linda McCartney, décédée d'un cancer du sein en 1998, et c'est Chrissy Hynde qui a dirigé son concert hommage au Royal Albert Hall de Londres quelques mois plus tard. C'est même son groupe, les Pretenders, qui ont été choisis pour accompagner tous les artistes présents. Kevin, vous souhaitiez nous évoquer une reprise d'une chanson de Paul McCartney, justement par l'artiste dont vous venez nous parler. Tout à fait. Chrissy Hynde a repris le légendaire Let It Be des Beatles, écrit par Paul McCartney. C'était à l'occasion de l'album The Art of McCartney, un album hommage aux musiciens en 2014, un projet qui a mis 11 ans à naître et qui réunit des artistes tels que The Cure, B.B. King, Bob Dylan, Alice Cooper ou encore le groupe Kiss. Et on écoute en ce moment ce que ça donne, la version de Chrissy Hynde de Let It Be. On écoute un petit bout ? Oui. Petite anecdote pour vous, en ce qui concerne l'écriture de Let It Be, invité dans l'émission américaine de James Corden, Carpool Karaoke, Sir Paul McCartney a confié « J'ai fait un rêve où ma mère, qui était décédée, venait me voir pour me rassurer. Elle me disait que tout allait bien se passer. Let it be, laisse aller, laisse aller. C'était un message positif et quand je me suis réveillé, j'ai écrit cette chanson. Je n'avais jamais entendu cette expression. Je connais cette histoire. Je suis en train de lire en ce moment, je le parcours un peu chaque soir, une espèce de A à Z de toutes les chansons de Paul McCartney, de Paul McCartney, et il les commente et il raconte cette anecdote justement. Kevin Derblot, vous voulez nous parler d'une apparition de Chrissy Hynde dans une série culte des années 90-2000. En effet, Cyrielle, Chrissy Hynde a joué dans l'épisode 6 de la saison 2 de Friends. Ah oui ? Elle y incarne Stephanie Schiffer, une chanteuse qui interprète au Central Perk Angel of the Morning, un titre des Pretenders. Et c'est dans cet épisode que Phoebe, jalouse, essaie de prouver qu'elle est la meilleure et lui apprend Smelly Cat. Smell the cat, Smelly Cat. Tu pues le chat pour ceux qui ont vu la série en français. S'ensuit finalement une complicité entre les deux musiciennes. Enfin, sachez que si comme vous, Gilles Caplan, vous aussi vous aimez Chrissy Hynde, vous pourrez la retrouver, la chanteuse et sa bande en concert à Paris après 6 ans d'absence en France, les 19 et 20 septembre et 2023. Donc demain. Mais oui, ouais, demain, voilà. C'est à côté de chez moi. C'est à la maroquinerie, il faut y aller. J'ai pas de place, c'est tout complet. Si quelqu'un m'entend. Si quelqu'un nous entend, il faut faire quelque chose pour Gilles Caplan. Après la musique, la lecture, Kevin Derblom. Oui, Cyrielle, il s'agit de l'auteur de génie Bret Easton Ellis. Et comme décidément tout est lié dans vos goûts artistiques et culturels, Gilles Caplan, pour parler de l'un de vos coups de cœur littéraires du moment, je ne peux pas évoquer Bret Easton Ellis sans parler d'Elvis Costello et de son titre Less Than Zero. Oh, j'adore. Ah, Elvis, quoi. Et oui, et si Less Than Zero est le premier titre du 45 tours d'Elvis Costello, Less Than Zero est aussi le premier roman de Bret Easton Ellis sorti en 1985 alors qu'il est encore un étudiant de 21 ans. Mais oui. Less Than Zero de Elvis Costello apparaît comme l'ange gardien du livre de Bret Easton Ellis. Le narrateur clé rappelle en effet à de multiples reprises que le portrait du chanteur est accroché au mur de sa chambre, de sorte que le regard de Costello en balaie la plus grande surface. Less Than Zero de Costello aborde aussi, comme le roman, le thème du vide existentiel. Le rock de manière générale est très présent dans l'ouvrage. Mais parlons d'un des livres de Bret Easton Ellis que vous lisez en ce moment, Gilles. Je parle de White, voilà, sorti en 2019 et qui, selon les dires de l'américain, à l'origine devait s'appeler White Privilege Male, mâle blanc privilégié. Il n'a finalement gardé que le white car il a voulu, dit-il, de la neutralité. S'imaginer le monde à partir d'une page blanche pour essayer de comprendre où on en est aujourd'hui sans devenir hystérique. White est son premier essai. Après de nombreux romans à succès tels que American Psycho, Les lois de l'attraction ou Glamorama, il y fait part de sa vision corrosive et provocatrice d'une société américaine tourmentée par une hystérisation sans précédent du débat public. Et pour terminer cette chronique, Kevin Derblom, vous avez décidé de faire un cadeau à Gilles Caplan. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? On peut dire ça comme ça, effectivement, oui. J'aurais pu vous parler d'Anatomie d'une chute du Justine Triet, un film que
Notre invité Gilles Caplan projette de voir, mais ce film a déjà été abordé lors d'une précédente émission de Cyrielle. C'est pas grave, on parle d'autre chose. On va vous proposer je vais donc autre me permettre de vous conseiller un film documentaire sur la chanteuse dont j'ai très peu parlé aujourd'hui dans ma chronique. J'ai nommé Chrissy Hynde, évidemment. Et oui, et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, comme disait Francis Cabrel. Le documentaire s'intitule The Pretenders, Chrissy Hynde ou la vie en rock, un film écrit et réalisé par Claire Laboré qui était visible sur Arte jusqu'à cet été. Le documentaire, riche en archives, d'extraits de concerts, retrace entre dérapages, sorties de piste et ligne droite vers le succès, l'une des plus excitantes aventures féminines de l'histoire du rock. Voilà. Alors vous allez me donner, comme le cadeau, c'est vous allez me donner le lien pour pouvoir le regarder maintenant. Oui, on va faire ça avec grand plaisir. Et c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre chronique sur Chrissy Hynde. À la semaine prochaine, en tout cas c'est certain. Super chronique. Merci Kevin Derblom pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. Vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, notre coup de cœur du jour, notre expert Joseph Agostini pour le portrait de notre invité. Mais tout de suite, la pause et puis musicale surtout, suivi du journal de l'info. Restez avec nous. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Cette année encore et plus que jamais, de nombreuses familles de la communauté ont besoin de vous. Depuis plus de 25 ans, Mazone accompagne ces familles afin qu'elles puissent célébrer elles aussi la nouvelle année dans la joie et dans la cache-route. Tous les ans à Rosh Hashanah, c'est plus de 2000 colis qui sont distribués, composés de 80 produits frais et de qualité. Un colis coûte seulement 60 €. Envoyez vos dons à Mazone, 34 rue des Grilles, 95 500 Pantin. Ou sur mazone.org. 01 48 21 00 30. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Cette semaine, entretien exceptionnel avec le grand rabbin de France, Raïm Corsia. Il plaide pour une république plus fraternelle et pour un combat sans relâche contre l'antisémitisme. Et puis, notre dossier spécial face au séisme au Maroc, la mobilisation exceptionnelle des ONG israéliennes. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Eva Soto. Bonjour à tous, à la une de l'actualité, le Premier ministre israélien aux États-Unis. Il arrive aujourd'hui et va rester jusqu'à la fin de la semaine. C'est sous la pression des opposants à la refonte judiciaire que l'avion de Binyamin Netanyahou a décollé tard hier soir, puisque des manifestants se sont retrouvés devant le terminal 3 de l'aéroport Ben Gourion. Première étape du voyage du Premier ministre israélien aujourd'hui aux États-Unis, la Californie, pour des entretiens avec Elon Musk. L'analyse du journaliste israélien Emmanuel Alperin. C'est quand même bizarre cette semaine américaine de M. Netanyahou. D'abord, il va se rendre aujourd'hui, il va en Californie. Vous vous rendez compte ? Jusque faire le voyage jusqu'en Californie, à grands frais. Mais il va voir Elon Musk. Pourquoi faire ? Pour le convaincre sans doute d'investir dans l'intelligence artificielle en Israël. C'est bizarre. Qu'a-t-il besoin d'aller rencontrer ce milliardaire fantasque ? Et puis ensuite, il va rencontrer M. Biden, mais pas à Washington, comme il y en avait l'habitude, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Notez bien ces deux mots, en marge, être israélien, c'est-à-dire être l'allié privilégié des États-Unis, et se retrouver en marge, c'est terrible.
Le journaliste israélien Emmanuel Alperin, l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur radioj.fr. Le message de Donald Trump pour Rosh Hashanah. L'ancien président américain a profité du passage à l'année 5784 pour régler ses comptes avec les Juifs qui n'ont pas voté pour lui. Dans un message qu'il a publié sur son réseau Truth Social, il a accusé les Juifs libéraux, réputés pour voter en faveur des démocrates, d'avoir agi ainsi pour détruire Israël et les États-Unis. Donald Trump les a accusés de croire à de faux récits et à des fake news. Nouvelle tension après une décision de l'UNESCO. L'organe onusien a inscrit un site préhistorique de Jéricho sur la liste du patrimoine palestinien. Décision votée ce week-end alors qu'Israël, à l'instar des États-Unis, a justement claqué la porte de cette organisation il y a plusieurs années à cause de décisions similaires. La réaction à ce vote sur Tal Jéricho à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Nous considérons cette décision comme une utilisation cynique par les Palestiniens de l'UNESCO et de la politisation de cet organisme, dit-on en Israël, qui a l'intention d'œuvrer auprès de ses nombreux amis à l'UNESCO pour modifier toutes les décisions prises dans ce cadre. Par contre, au sein de l'autorité palestinienne, on s'est félicité de cette décision. Cela confirme l'authenticité de l'histoire du peuple palestinien. L'État de Palestine continuera à préserver ce site, a-t-on déclaré dans l'entourage de Mahmoud Abbas. Fin de citation. Notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk, au chapitre sécuritaire. 3 tentatives d'attentat en quelques heures en Israël. Aucune n'a fait de victime. La dernière en date a eu lieu juste près des implantations d'Ariel et de Merav dans la région de Gilboa. Des terroristes ont tiré sur un véhicule militaire. Là non plus, il n'y a pas eu de blessés. À Ouman en Ukraine, 45 000 juifs et israéliens ont fait le déplacement malgré la guerre pour se recueillir sur la tombe du rabbi Nachman de Breslav pour Rosh Hashanah. Dimanche, David Mirajvili, un Israélien de 55 ans originaire de Netanya, est mort juste devant cette tombe. Le ministère des Affaires étrangères s'efforce de rapatrier rapidement son corps. La guerre en Ukraine avec la visite aujourd'hui à Moscou du ministre chinois des Affaires étrangères. Selon le communiqué de Pékin, il s'y rend à l'invitation du secrétaire du Conseil de la sécurité de la Fédération de Russie pour participer à la 18e séance de consultation de sécurité stratégique Chine-Russie. Et puis pour finir, en France, la première ministre Elisabeth Borne présente aujourd'hui le nouveau plan de lutte contre la pauvreté à Matignon dans un contexte de forte inflation. Cette stratégie gouvernementale est très attendue de la part des acteurs du monde associatif, même s'ils sont a priori dubitatifs. Et merci beaucoup Eva Sauton. On vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une courte pause et on poursuit notre émission avec mon invité Gilles Caplan sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Avez-vous pensé à tout pour les fêtes de Tishri? Ou plutôt, avez-vous pensé à tous pour les fêtes de Tishri? Ovad Arabanim, la plus grande caisse de Tzedaka d'Israël, soutenue et dirigée par les grands de la génération, ce sont des milliers de familles qui attendent notre aide. Plus que jamais, à l'occasion des fêtes, il est de notre devoir de nous mobiliser. Donner Ovad Arabanim, c'est la garantie d'un don bien redistribué. Il compte sur vous. Vaad Arabanim 0800 106 135 0800 106 135 ou sur vaadarabanim.org. Shana Tova. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation. Nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. En 1976, se tient le second procès de Pierre Goldman, militant d'extrême gauche soupçonné d'avoir tué 2 pharmaciens lors d'un braquage ayant mal tourné. Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous. L'affaire suscite la mobilisation de nombreuses figures médiatiques. On peut pas comprendre Pierre Goldman si on comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats. Le jeudi 21 septembre à 20h30, Radio J présente en avant-première Le procès Goldman, un film de Cédric Kahn avec Arié Woursalter et Arthur Harari. Réservation radio-j.fr. Projection au cinéma Majestic Passy, 18 rue de Passy dans le 16e, avec le concours de la société Evidence & Co. Jeudi 21 septembre à 20h30, soutenez Radio J tout en vous divertissant. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen.
De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre si c'est le cas et si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission. Merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Gilles Caplan, venu nous voir pour cet album Sur les cendres dansées. Nous allons passer à la suite de cette émission, Gilles Caplan, avec tout d'abord une phrase. Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » On va essayer alors de faire ça maintenant. 10 questions pour nous aider à mieux vous connaître. On y va très doucement sur la douce musique de Jérémy Ababou. Gilles Caplan, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, que changeriez-vous ? Ah waouh Je bosserais plus tout de suite dès le départ. Voilà, j'étais un peu feignasse. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie ? Un enfant qui va réussir sa vie, c'est un enfant qui va être très aimé et qui va avoir des parents qui vont lui donner confiance en lui, en fait. Et à partir du moment où un enfant a ça, je pense que c'est beaucoup plus facile après, dans sa vie. Quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi ? J'ai eu plein de beaux âges. J'ai eu ma vingtaine était super parce que je commençais à être chanteuse. J'avais mon enfant qui venait de naître, donc c'était très très gai, très bien. Les 30 ans n'ont pas été marrants. Les 40 ans ont été magnifiques aussi. Parce que je suis tombée follement amoureuse de quelqu'un. J'ai vécu longtemps avec lui. C'était un musicien. On a fait beaucoup de musique ensemble. Et je crois que c'était une très très belle période aussi. Y a-t-il eu une grande erreur dans votre vie et comment vous l'avez résolue ? La grande erreur, c'est de penser que on peut posséder les choses et qu'elles ne vont jamais partir. Voilà. Donc on s'habitue à quelque chose qu'on considère finalement comme acquis et en fait ça ne l'est pas. Et quand on le perd, on s'aperçoit que ça ne l'est pas. Qu'aimeriez-vous faire, Gilles Caplan, mais que vous ne faites pas par peur d'être jugé ? Par peur d'être jugé, moi je fais pas grand chose je voudrais être une meilleure musicienne, mais je le fais pas parce que je suis entourée déjà de très bons musiciens et de très bonnes musiciennes et je me dis ça sert à rien puisque de toute façon ils jouent tous mieux que moi, donc je me mets pas assez au travail en fait, donc je reste une piètre musicienne. Quelle est la chose que vous avez fait cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? J'ai beaucoup joué au théâtre, puis j'ai écrit un bouquin. Je crois que c'est 2 choses nouvelles que j'ai faites et qui ont été super. Écrire un livre, ça m'a donné bien des angoisses quand même. C'est chaud. C'est un autre accouchement. C'est plus dur qu'une chanson. Ah ouais, c'est plus dur que C'est ce que vous aviez dit. Ah ouais, c'est beaucoup plus dur. Justement, si je vous parle d'amour, pour raisonner avec ce que vous disiez tout à l'heure, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant ? De vivant. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou sur votre personnalité, qu'est-ce que ce serait ? J'aurais des beaux cheveux. Si vous étiez présidente, Gilles Caplan, la première mesure que vous prendriez ? Je serais un vrai dictateur, moi. Il faudrait pas du tout que je sois au pouvoir, parce que je serais une dictature, comment dirais-je, une dictature éclairée. C'est-à-dire que je confisquerais un paquet d'écrans. J'interdirais beaucoup de réseaux sociaux. Voilà, ça suffit. J'interdirais les micro-trottoirs. On n'en peut plus de la vie de Monsieur, Madame, tout le monde, à toutes les sauces qui donnent son avis. On s'en fout. J'obligerais les gens à lire. Voilà, je les forcerais à lire et j'interdirais la mauvaise musique dans les lieux publics. Je mettrais que des beaux trucs, quoi. Pour terminer, Gilles Caplan, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Mes chansons avant tout. Moi, mes chansons. Moi, je m'en fous. C'est mes chansons. Toutes, c'est plus. En fait, on disparaît derrière ce qu'on fait, derrière ce qu'on écrit. Ouais. Merci. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Tout de suite, le coup de cœur musical sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.
Et oui, vous avez eu chaud avec ces questions. Merci beaucoup Gilles Caplan. Et je suis tombée amoureuse de sa voix sur Instagram. Elle a accepté de nous envoyer sa musique et elle n'a pas pu venir pour raison de santé, mais on l'embrasse bien fort. Seva nous fait découvrir aujourd'hui ce titre Ombre. Elle est auteure, compositeur et multi-instrumentiste, arrangeur mais aussi ingénieure et productrice musicale. On découvre et on en parle. On ne met jamais en soi. Je veux mais j'exigerai pas. Le mal est enterré 100 fois. Pourquoi les gens bien ne brilleraient pas? Voir en soi mais jamais en eux. Rien ne vibre au regard de ceux qui parlent trop vivement. Je suis déjà loin. Jamais, plus jamais je laisserai mes ombres seules. Ça avait sûrement besoin de mes yeux pour voir si le monde leur appartenait. Jamais, plus jamais je soulignerai leurs erreurs. Elles ont droit aussi de devenir meilleures. Sans elles aucun monde n'existerait. On peut compter que sur soi-même. J'y crois si fort qu'on me ramène. Moi, enfant qui me déchaîne. On peut crier plus fort qu'on aime. Ça ne changera pas le temps qui s'agite. J'ai vu où ça me mène. On laisse l'espoir à nos vivants. Les soirs. Seva que vous êtes en train d'écouter sur l'antenne de Radio J a appris seule la musique en autodidacte. Dès l'âge de 7 ans, elle commence par la guitare, poursuit avec le piano puis la basse et elle va apprendre seule à mixer grâce à une oreille qu'elle va perfectionner et peaufiner au cours des années avec bien sûr de l'expérience, de la détermination et de la débrouillardise. Elle décide alors de traiter des sujets importants avec un univers un peu soul, comme le titre que nous allons découvrir dans un instant et qui s'appelle 66 jours, un sujet cher à son cœur qui lui semble important d'aborder, les violences conjugales. On écoute. Chant encore sa main effleurait mon visage, son souffle étant ce qui m'animait. Je fais des choix en décalage de ce que je devrais vraiment penser. Un jour de plus où je suis seule, avec le mal que l'amour suscite. Un jour de plus où je cache ma gueule, en espérant que le temps passe vite. Un peu trop bourré d'hier surtout, surpassé par ce qui arrive, attiré par mon contraire. À l'heure d'aujourd'hui j'ai du mal à vivre. Une nuit de plus où je colle la montre, en attendant que l'insomnie se barre. Une nuit de plus où je rencontre tous mes démons dans mes cauchemars. Si je ne reviens pas demain, sache que je t'aimais fort. C'est ce qu'elle m'a dit, c'est ce qu'elle m'a dit. Si je ne reviens pas demain, sache que je t'aimais fort. C'est ce qu'elle m'a dit, c'est ce qu'elle m'a dit. 66 jours pour perdre une habitude, plus de 365 me séparent. Je me sens si vite, ça devient rude de te voir partout et te trouver nulle part. Je veux plus parler de mes sentiments, dès aujourd'hui je les masquerai. Je ferai croire que mon cœur est assez grand, qu'il en faudrait bien plus pour l'achever. Je sais même plus si l'amour était là ou s'il m'a juste frôlé de peu. Je sais plus si je veux encore de toi, si je crois en nous deux. Si je ne reviens pas demain, sache que je t'aimais fort. C'est ce qu'elle m'a dit, c'est ce qu'elle m'a dit. Si je ne reviens pas demain, sache que je t'aimais fort. C'est ce qu'elle m'a dit, c'est ce qu'elle m'a dit. J'aime même plus si l'amour était là ou si elle m'a juste frôlé de peu. Je sais plus si je veux encore de toi. J'aime même plus si l'amour était là ou si elle m'a juste frôlé de peu. Je sais plus si je veux encore de toi. Si je ne reviens pas demain, sache que je t'aimais fort. C'est ce qu'elle m'a dit,
C'est ce qu'elle m'a dit, si je ne reviens pas demain. Et ça, Seven sur l'antenne de Radio J avec ce titre 66 jours qu'elle a sorti en 2021. Le dernier single Ombre que nous avons écouté est sorti en juin de cette année et puis Déjà essayé est sorti l'année dernière. On écoute un petit bout. Elle a réalisé ces 3 titres et prépare en ce moment même son prochain album qui devrait sortir au cours de l'année 2024 avec notamment des duos, principalement un featuring avec Taïro. C'est son univers, hein, vous l'entendez bien, reste très très soul et jazz fusion, mais aussi un peu afro et bossa nova. Vous pouvez donc la retrouver sur Instagram, sur Sevan Music Off, sur Facebook et YouTube au nom de Sevan. On écoute et puis dans la foulée, le portrait de notre invité. Les yeux de ceux qui m'ont fait croire, m'ont fait boire des paroles qui résonnent encore et qui m'ont fait beaucoup de mal. Ça ne suffira pas, j'ai déjà essayé. Le bien s'en ira longtemps, j'aurais pas payé. Ça ne suffira pas, mon âme déguisée. Un jour s'en ira, mais pas le mal ancré. Dites-moi, elle se trouve où la prise de conscience? Je regarde autour de moi, c'est le vide qui charme ma vie et l'ensemble de tous mes sens. Chaque fois, les larmes disent que je ne vaux plus. Il me faudra plus de temps pour croire en toutes ces choses que j'ai perdues avant. Ça ne suffira pas, j'ai déjà essayé. Le bien s'en ira longtemps, j'aurais pas payé, ça ne suffira. Sevan sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, le portrait de notre invité. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et cher Gilles Caplan, comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait dans les yeux de Joseph Agostini qui a tout noté précieusement avec un feutre noir. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle. Bonjour Gilles. Bonjour Joseph. Alors déjà, l'obligation de lire, d'écouter de la musique, etc., c'est pour vous que je vote en 2027, hein, sachez-le. J'ai hâte de mettre mon bulletin dans l'urne, ça va faire sens, enfin. Bon, alors Gilles, tout au long de ce temps passé ensemble, je me suis dit que vous étiez un volcan et que personne n'empêchait un volcan de sortir de son sommeil. Voilà ce que je dirais à votre sujet. Il y a eu beaucoup de feu dans cette émission. Vous êtes aussi ardente que Marilyn qui aurait fini sa psychanalyse, aussi éruptive que Virginia Woolf qui n'aurait pas cédé aux sirènes du suicide. Imaginons, si ça s'était produit, ça, si elle avait trouvé la force. Dans une volonté de ne pas être une jolie fleur sur un tas de fumier, comme l'a éructé un adversaire haineux, mais je dirais une écrivaine sereine dans un ciel d'orage. Voilà comment je vous vois. Alors, vous avez dit, je me sens vivante, je me sens éveillée, en nous mettant en garde contre cette animalité qui n'a rien d'humain. Vous avez prôné, Gilles Caplan, une nature humaniste qui ne tombe ni dans les écueils idéologiques, ni dans les ravages de la mélancolie. Il faut toujours surfer comme ça, entre les deux, entre sa nature impétueuse et finalement la capacité de raisonner, de pouvoir ne pas être submergé finalement par la passion. La raison doit l'emporter quand même, je pense. Ah oui, vous croyez? Toujours? C'est la question. Mon Dieu, c'est la question. Voilà, je pense que c'est une question de dosage vraiment, quoi. Et de réfléchir au bon moment et de laisser les chevaux partir au bon moment aussi. Alors réalisme et anxiété, je trouvais ça quand même, c'était des mots quand même très empreints finalement de raison. Mais en vous écoutant, je me suis dit quand même que la poésie était le maître mot de tout ça, de tout ce que vous vous êtes dit. Mais j'essaye, on peut pas vivre sans poésie. De toute façon, la poésie, elle aide à vivre. Le dérèglement de tous les sens. Ah, c'est beau ça. Ah oui, c'est pas moi. C'est qui? C'est Arthur Rimbaud. Ah, mais alors... L'immense, l'irraisonné dérèglement de tous les sens. C'est votre frère. Ah, mais... Mon Dieu, je l'aime. Et c'est assez marrant, je me permets Joseph, parce que notre invité Gilles Caplan a sorti un recueil de poésie. Oui, c'est vrai.
Pas très Arthur Rimbaud, plutôt genre Bukowski, mais... Oui, qui se rapproche sur pas mal d'égards de cette poésie comme ça à 100. Ben oui, totalement creux, qui doit sortir et qui est sans précaution. Moi, j'aime bien aussi les choses sans précaution, quoi. C'est marrant parce qu'on ne l'a pas évoqué, vous l'avez deviné. Oui. Oui, mais alors vous êtes une poétesse, effectivement. Vous avez dit aussi, on s'exalte de petits riens. Et ce sont ces petits riens qui nous tiennent en vie. Et moi, je me suis dit que vraiment, effectivement, malgré la furieuse pulsion de mort qui a tant obsédé Freud, mon papa, et dont vous nous avez si bien parlé, à votre manière. Parce que, après tout, je dirais que vous êtes l'actrice d'une vie digne. Finalement, vous serez présente jusqu'à ce que les feux de la vie s'étiolent, jusqu'à ce qu'elle vous montre cette vie, la porte de sortie. D'après ce que j'ai compris, finalement, au final, aimons-nous, aimons la vie tant qu'elle nous aime. C'est ce que j'ai pensé en vous écoutant. Vous êtes d'accord ? Oui, je pense qu'il faut essayer de l'aimer même quand elle nous aime pas trop. Oui, mais vous nous avez quand même parlé à mi-mot de cette volonté de partir au moment opportun, au fond, de ne pas attendre qu'elle nous achève. Ouais, enfin, c'est compliqué parce qu'on en veut toujours un petit peu plus quand même. Oui. Ouais. Je sais pas, c'est vraiment quelque chose qu'on saura quand ce sera le moment. Mais pour l'instant, on est trop bien vivant, trop gâté encore pour pouvoir savoir quand est ce moment opportun. Mais est-ce qu'on le sait ? Je sais pas. Je crois que quand on tombe dans une espèce de douce démence ou d'inconscience, je crois que c'est le moment. Ouais. Voilà, mais ça, peut-être qu'on s'en rend plus compte à ce moment-là. C'est ce que j'allais vous dire. C'est con. On rend plus compte. Et donc voilà, et pour terminer ce portrait, je me suis posé la question, finalement, ça se terminera par une question, ce portrait. À votre avis, cette vie, c'est la première pour vous, Gilles Caplan ? Alors, ça c'est encore une question incroyable parce que si on pense, plus j'avance, et c'est mon père qui était quand même un fiefé athée qui me disait de toute façon on finit dans un trou, nanana. Et puis à la fin de sa vie il disait quand même on sait pas, et s'il y avait quelque chose. Oui. Voilà, et ça c'est quand même la question, et s'il y avait quelque chose, sauf que voilà, mais s'il y a une vie après, aussi en tout cas l'électricité, de la spiritualité, de l'énergie perdure à un endroit, ça veut dire qu'elle était forcément là avant. Et comme le dit Alain Souchon, si en plus il n'y a personne. Et si en plus il n'y a personne, alors là vraiment, tout ça pour ça quoi. Tout ça pour ça, tous ces efforts déployés pour être un volcan. Oui, mais c'est sûr. Oui, alors c'est tout ça pour ça aussi, pour toutes ces guerres de religion qui sont absolument épouvantables, cette haine de la religion de l'autre. Et ça, c'est vraiment tout ça pour ça, parce que si on prend une religion, ça veut dire qu'il doit y avoir un dogme spirituel derrière. Moi, je suis pas très dogmatique, mais j'aime bien parfois me reposer sous certaines grandes pierres de pensée. Donc voilà, donc si en plus il y a personne, on aura quand même massacré un paquet de personnes pour rien. On se sera allé à des pulsions sanguinaires, dégueulasses, horribles, pour rien. En tout cas, après... Ça mérite réflexion, en tout cas. Oui, ça mérite effectivement une vaste réflexion. Après Marilyn Monroe, après Virginia Woolf, la dernière vivante, Gilles Caplan, merci. Oh yes. Merci à vous. Et merci à vous, Joseph Agostini, que l'on retrouve tous les lundis, notre psychanalyste sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Gilles Caplan. On va parler longuement, évidemment. Sachez que pour rebondir sur tout ce que vous avez dit, nous, on aime tout le monde dans cette émission. Pas de dogme, pas de tout ça. Et pour rebondir encore une fois, la mort n'existe pas. C'est le livre de Stéphane Alix qui sera chez nous le 4 octobre prochain. Peut-être une émission à suivre, en tout cas à écouter pour essayer de répondre à nos interrogations qui sont les nôtres aujourd'hui aussi. On éteint tout sur votre single, tout éteindre sur l'antenne de Radio J, issu de votre album Sur les cendres dansées. Je rappelle que vous serez en concert le 12 décembre au Café de la Danse. Merci pour cet échange. Et un mot de la fin qui vous revient. Je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que je serais en prise avec un psychanalyste, avec vous, Cyrielle, qui posait des questions extrêmement fines, avec Kevin qui a fait une chronique, ma foi, ultra
fouillée et intéressante. Et je vous remercie. Merci pour ce moment. Merci à vous, Gilles Caplan, d'avoir été notre invité. On embrasse également Emma Scalier au théâtre avec nous aujourd'hui. Merci à l'artiste Sévan d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J. Même si elle était absente, on lui souhaite un très bon rétablissement. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud. On se donne rendez-vous demain à 15h avec Thierry Frémont pour le repas des fauves au théâtre Hébertot où nous parlions de dog. Et bien justement, l'occasion d'en parler longuement sur ce repas des fauves dans les années 1940. Et bien à demain et belle journée à tous sur Radio J.